Bonjour Béatrice Brugère, merci d'être sur le plateau de Télématin. On vient de vivre 2 attaques coup sur coup, l'une à Arras, l'autre en Belgique. Et il y a une question qu'on se pose tous depuis quelques jours. Est-ce que la justice est impuissante face aux individus qu'elle sait pourtant dangereux ? Non, elle n'est pas impuissante, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a changé en réalité d'échelle par rapport à la menace terroriste. C'est-à-dire que là où on avait quelques terroristes il y a quelques années, aujourd'hui, on se trouve face à une masse potentielle de personnes qui peuvent passer à l'acte, qui fait que la difficulté aujourd'hui, c'est de surveiller ces personnes, de les identifier et évidemment d'éviter qu'elles passent à l'acte. Mais elle n'est pas impuissante. En fait, il y a 2 phases, j'allais dire... En gros, par rapport à l'action de la justice, il y a la phase de renseignement, où la justice est un peu impliquée également dans certaines enquêtes. Et après, il y a la phase après le passage à l'acte, où la justice, qui en France est très spécialisée, puisque nous avons des magistrats spécialisés antiterroristes, elle est plutôt très efficace. On a un arsenal législatif qui est plutôt performant, que parfois des pays nous envient aussi. Donc cette partie-là marche bien et on le voit puisque les enquêtes vont assez vite. Mais la partie d'avant a l'air de moins bien fonctionner. Quand on prend le cas du jeune homme à Arras, il était fiché S, il était donc dans le viseur des services de renseignement et pourtant... il est passé à l'acte. C'est quoi? C'est qu'il faut attendre que le pire soit arrivé finalement pour intervenir? Non, c'est-à-dire qu'en fait, le passage à l'acte est toujours une phase extrêmement délicate. C'est-à-dire que si vous avez identifié des personnes qui sont très dangereuses, ce qui est le cas manifestement, puisque cette personne était suivie de façon active par les services de renseignement, vous ne pouvez pas l'interpeller tant que vous n'avez pas des faits matériels ou des choses qui permettent de l'interpeller. Mais on a en France une infraction qui est extrêmement intéressante et que tous les pays n'ont pas, qui est l'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme. Et cette infraction, elle permet quand même d'interpeller en amont, le plus loin possible, certains passages à l'acte. Sauf que, et vous avez raison de le souligner, et c'est ce qui effraie tout le monde, il y a une masse importante de personnes susceptibles de passer à l'acte. Et quand ils passent de façon un peu isolée, ce qui n'est pas... le concept de loup solitaire, qui est un autre concept qui, à mon avis, n'est pas très juste. Mais quand il passe comme ça de façon un peu isolée, il est très difficile pour les services de renseignement de surveiller 24 heures sur 24 de façon physique Ça veut toutes dire ces qu'on n'a personnes. pas les moyens de notre sécurité aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la menace augmente plus vite que les moyens augmentent en réalité. C'est-à-dire qu'on a fait un renfort extrêmement important sur les services de renseignement, notamment après les attentats du Bataclan. On a énormément recruté, mais pour surveiller quelqu'un 24 heures sur 24, c'est des dizaines de personnes. Donc la surveillance physique est quasiment impossible et le risque zéro n'existe pas. Pourtant, le budget du ministère de la Justice a augmenté de 40% entre 2017 et 2023. C'est pas assez? C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas assez de moyens ou il y a un problème de compétences aussi? Alors, il y a les deux. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un problème de moyens, c'est-à-dire une surveillance physique. Mais là, la surveillance, c'est pas le ministère de la Justice, hein, c'est le ministère de l'Intérieur. Oui. Mais ça suffit pas, la surveillance. Il faut aussi de l'intelligence, des hommes, de la compétence, un système qui fonctionne bien, des outils qui sont performants. Le droit, c'est un outil qui est une arme à double tranchant. Si elle vise bien son but, elle est efficace. Si elle est appliquée, elle est efficace. Si elle vise mal son but, elle peut nous neutraliser aussi dans notre action. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va y avoir encore une réforme sur le droit d'asile, parce qu'on s'aperçoit à chaque fois qu'il y a un attentat ou qu'il y a un fait comme ça qui est extrêmement grave, que l'on peut encore rectifier, améliorer notre système. Et je pense que sur le droit d'asile, il y a encore des choses à faire, puisque vous avez vu, il y a des obstacles pour expulser. Mais ça, c'est la partie administrative. Et ce sont les juges administratifs qui s'en occupent. Et ça, est-ce que ça va être réglé justement avec la nouvelle loi immigration? C'est ce que disent les politiques aujourd'hui. Alors, certaines choses vont sans doute être améliorées, c'est sûr. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on est imbriqué dans un ordre juridictionnel européen. Et les jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne sont plutôt extrêmement favorables à ce que les frontières soient assez fluides, on va dire ça comme ça, et ne permettent pas nécessairement le contrôle de toutes les frontières. Donc là, il y a un bras de fer qui peut se mettre en place. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a dit, Gérald Darmanin, il a dit « Moi, je ne vais pas nécessairement appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne ».
C'est quand même une posture assez particulière, mais on voit bien que les choses ne sont pas si simples et il ne suffit pas de réformer notre droit en interne, ce qui peut être fait pour, j'allais dire, avoir un système totalement performant. Vous avez été juge antiterroriste. Comment Oui. on fait quand on est face à ces suspects-là? Je pense par exemple à l'auteur présumé de l'attaque d'Arras qui a refusé de parler pendant plusieurs jours. Comment on s'y prend? Oui, alors ça, c'est un grand classique, j'allais dire. Bon, ça étonne toujours, mais le fait de ne pas passer aux aveux fait partie de la difficulté. À la rigueur, c'est pas très important, puisqu'on ne se fixe jamais que sur des aveux dans un procès, Mais évidemment. au-delà des aveux, vous allez chercher d'autres informations? Oui, bien sûr. Tout le dossier est fait sur une enquête et on le voit très bien puisque vous avez plein d'interpellations, de gardes à vue, des renseignements matériels, des mises sur écoute, des perquisitions. Et en fait, c'est tout l'écosystème ou tout l'environnement qui est analysé et qui permet parfois d'ailleurs à la fin d'une enquête que la personne passe aux aveux ou pas d'ailleurs. Et parfois même, ils ont des versions qui sont contradictoires, voire fausses. Comment on se prépare justement à affronter ces suspects-là? Ça fait partie, j'allais dire, de fonctions comme d'autres. Vous savez, la fonction terroriste, elle n'est pas plus difficile, elle est particulière que la criminalité organisée, où vous avez aussi d'autres enjeux, ou de crimes épouvantables. C'est-à-dire que tout dépend du profil. Moi, je me souviens, à un moment, on jugeait pas mal, on parle beaucoup moins de terroristes de l'ETA. Les terroristes de l'ETA, non seulement ne parlent pas, mais refusent de reconnaître la légitimité de la juridiction. Donc, ils restent assis, ils ne bougent pas. Donc, voilà, on s'adapte. Pour terminer, qu'est-ce que vous redoutez le plus aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore des raisons d'être optimiste? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'attentat est un peu la partie émergée de la problématique. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur vient de le dire. C'est toute cette partie de l'islamisme en amont qui arme j'allais dire, les terroristes. Et c'est cette partie-là qui est difficile à appréhender, d'abord à surveiller, mais également à appréhender et surtout à neutraliser. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes, et on est en France, qui sont menacées, qui sont sous surveillance, parce qu'ils sont un peu des lanceurs d'alerte. On a récemment un avocat, Thibault de Montbrial par exemple, qui est menacé. Vous avez des intellectuels, des professeurs d'université, qui dénoncent une forme d'intimidation et de terreur, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est cette partie-là qui est moins visible et qui, à mon avis, est beaucoup plus dangereuse et qui est sans doute l'enjeu de demain, parce que c'est ce qui terrorise, ce qui provoque la censure et qui met des personnes et des citoyens en danger, à côté de l'attentat stricto sensu qui, lui, évidemment, fait peur à toute la population. Merci beaucoup, Béatrice Brugère, d'être venue sur le plateau de Télématin. Merci à vous.